Donc on va passer à la troupe Vignol qui vont nous présenter un spectacle sur la polygamie. Donc le débat aura lieu après le spectacle. Je vous remercie. Bonjour à tous. Alors je m'appelle Alice et je suis partie en juin l'année dernière faire un reportage à Dakar sur la thématique des nouvelles formes de la polygamie à Dakar et en particulier dans les élites, montrer un petit peu comment la polygamie avait repris son droit parmi les avocats, les médecins. Là on ne l'attendait plus forcément. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Awa qui m'a parlé de cette journée qu'elle avait décidé d'organiser et elle m'a dit je cherche des comédiens pour faire un petit spectacle et il se trouve que par ailleurs je fais partie d'un cours de théâtre amateur. Bah écoute, ça fait 10 ans justement. Ça fait 10 ans que je suis monogame avec toi. Bravo! Bravo! Qu'est-ce que tu veux qu'on te file un C'est pas un ça, mais Oscar? enfin, tu peux te rendre compte un peu de ta chance aussi. Ma chance? Bah regarde tous mes potes. Arthur, Florent, 3 femmes, 5 femmes. Et moi, ils commencent à se foutre de ma gueule, hein, je veux dire. Et alors? Ah moi tu m'as promis que je serais l'unique, c'est tout. Ouais, je t'ai promis, mais bon, je suis un mec après tout, hein, tu peux écouter aussi. Enfin voilà quoi, je voulais t'en parler Et quoi? Bah voilà, c'est tout, cette femme que j'ai rencontrée, c'est une femme très bien en plus. Attends. T'es pas en train de me dire ce que je crois là? Bah voilà, on s'est rencontrés, ça s'est bien passé et on a décidé de se marier la semaine dernière, je voulais t'en parler. Je voulais te le dire quoi, pour être honnête avec toi. La semaine dernière. Écoute, si j'allais te dire que j'allais marier avec elle, tu aurais fait une crise, donc je préférais... Ah oui, c'est tellement mieux de me dire une semaine après, comme ça, merveilleux. Et moi je dis quoi dans l'histoire? Merci, bravo, super. Bah tu dis rien, tu restes ma femme, et on vit comme on l'a toujours fait. Seulement voilà, tu auras un peu plus de temps pour toi. Prends-le pas comme ça. Comment elle s'appelle? Mais peu importe. Bon. Comment elle s'appelle? Ok, elle s'appelle Alice. Elle a quel âge? Elle a 22 ans. 22 ans? Oui, et alors? Mais c'est un fœtus. On connaît bien toutes les deux, différemment c'est tout. Ouais, bien sûr, c'est ça. Oh, en parlant du loup, salut chérie. Ça va? Salut. Oh, Ouais, ça ça fait plaisir. Ça va toi? Ça va et toi? Salut mon amour. Ça va? Oui, oh là là. Comment ça va toi? Ah, si tu savais quelle misère qu'il m'a fait aujourd'hui. Tu l'entends? Ouais. Comme il bouge. Oui, il bouge. Chanel, mets ta main. Regarde. Non, merci, ça va. Mais si, bouge. Non, mais là, j'ai un artiste super important, donc... Merci mon amour. Tiens. Mets-toi entre nous deux. Ouais. Les petites femmes. Ça fait plaisir que tu sois rentré. Ouais, ça fait... j'ai attendu ça toute la journée. On était en train de discuter du repas de ce soir. Ouais. Je proposais du poulet à l'ananas. J'adore ça, je savais. Tu vois? Je te l'avais dit. Ah ouais, oui, bah oui, évidemment, oui. Ouais, tu le connais si bien. Non, mais on en avait mangé une fois. Ouais, j'adore ça. Tu te C'est souviens super. le restaurant argentin? C'était C'était génial, hein? C'était notre premier restaurant. Ah, c'était bien. Ouais. Je me souviens. Bon, bah super. Bon, on fait ça. On est quel jour d'ailleurs? Mercredi. On est mercredi. Non, mais vous inquiétez pas, je vais préparer le repas, Non, c'est pas grave. mais Mais si, ça c'est me pas dérange toujours, de toute façon. Puis dans Non, ton mais état. c'est pas grave. Genèse, tu veux préparer un peu le. Comment ça préparer le. Ah oui, c'est mercredi. L'ananas. Retour, ouais. Bien sûr. L'ananas. J'adore. Merci ma chérie. De rien, ma belle. C'est vrai que j'ai une vie de rêve. Avec une première épouse que j'adore. Et la deuxième, qui est extra. Qui attend mon enfant. C'est tout pour moi. Et en même temps, l'autre jour, quand j'ai croisé
cette jeune femme si fraîche. Ça m'a remué. Et voilà, c'était tellement beau, une belle histoire que elles vont mal le prendre, ça c'est sûr. Mais quand je l'ai vue, j'ai pas pu résister. Donc c'est un plaisir pour nous en tout cas d'avoir pu au moins voir les différentes possibilités que les hommes, que certains hommes ont bien évidemment à avoir des coépoux. C'est pas facile pour les coépoux surtout. Et à l'issue de ça, nous allons effectivement étendre l'après-midi par un débat. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, vous avez des choses à dire, participer. Et ensemble, nous sommes là pour vous écouter et répondre à vos questions. Et dans ces cas-là, je passe la parole à la présidente de l'association des FAPO, à Roba, qui va vous dire quelques mots. Voilà, l'après-midi. Bon, merci. Donc, je pense que vous avez passé un aussi bon moment. Donc, moi, je vais rendre hommage à la personne qui m'a poussée à créer cette association et à écrire le livre. Donc, qui est ma sœur, hein, qui a vécu la polygamie. Je suis toujours émue quand je parle d'elle. Donc, je vais vous lire le petit texte que j'ai fait pour ma sœur. Je dis à ma sœur bien-aimée, un regard vide, une souffrance silencieuse, un regard perdu. Je te sens vide, vide d'amour. Je te sens déçu. Je te sens meurtri. Je te sens délaissé, anéanti. Mais tu n'y peux rien de ce qui t'arrive. T'entends résonner dans tes oreilles tous les jours le mot Mugnol. Supporte. Supporte jusqu'à la mort. C'est l'empire de l'homme roi. Tu n'es qu'une femme. Tu dois supporter cette souffrance qui te ronge, qui t'affaiblit, qui te rend dépressive, qui te pointe. Malheureusement, tu n'as pas pu supporter cette polygamie, cette troisième noce dont ton cher mari t'a encore imposé. Tu as préféré cette fois-ci baisser les bras. Tu as préféré cesser de te battre avec cette maladie, avec ce cancer qui te rongeait depuis 9 ans, depuis la seconde noce de ton mari. Aujourd'hui, tu n'es plus là, mais tu es l'image de ce qui peut endurer une femme face à cette union destructive. C'est grâce à toi que j'ai eu l'idée d'écrire ce livre, de créer cette association FAPO, dont l'objectif principal est d'informer, de protéger les femmes victimes de la polygamie en France et d'ailleurs, lutter contre les mariages forcés et toutes les violences faites aux femmes. Et notre objectif principal, c'est de pouvoir travailler avec une association relais au Sénégal pour sensibiliser les personnes. Parce qu'il faut savoir que la polygamie, c'est souvent lié. Souvent, on parle de polygamie quand, dans la religion musulmane, on parle de la polygamie. Vous m'excusez, mais je suis un peu émue quand je parle toujours de ma soeur. Donc la polygamie,
il faut savoir que c'est quelque chose qui existait avant. Chez les chrétiens, chez les juifs. Mais aujourd'hui, ces personnes-là ont pu évoluer. Mais nous, vous m'excusez, la polygamie, c'est surtout chez les musulmans qu'on le trouve, la plupart. Parce que chez les musulmans, notre prophète, effectivement, avait parlé de la polygamie dans les années 625. Mais je vous dis qu'on est en 2016. Et on nous parle encore que la femme doit supporter. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, sur le sketch de la troupe Vignol, dans le film de Cherfal, que la femme doit toujours elle est toujours sous-estimée par son mari, lui doit supporter que son mari puisse avoir une autre femme. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça écœurant. C'est ça mon combat aujourd'hui. Et je remercie toutes les personnes qui ont cru à moi, qui ont continué, qui ont commencé depuis le début. Je pense à Fatikan, qui a cru à moi depuis le départ. Et jusqu'à aujourd'hui, qui continue à militer à côté de moi. Je pense à Kiné Sonko, je pense à d'autres. Et je remercie toutes les personnes qui ont rejoint aujourd'hui notre association, qui ont cru à moi pour combattre ce mal, pour combattre le mal, la souffrance de ces femmes qui le vivent. On me parle toujours de... Quand je parle de la polygamie, on me parle toujours que en France, effectivement, dans les pays, en tout cas ce que j'ai remarqué dans tous les pays développés, je vous le dis, dans tous les pays développés, presque tous les pays développés, on ne voit pas la polygamie. Donc je pense que la polygamie aujourd'hui, ça doit être... C'est un frein. Je dis c'est un frein. Non seulement c'est un frein pour faire développer nos pays, mais également, c'est quelque chose qui fait souffrir la femme. La femme se sent humiliée, comme on a vu tout à l'heure. La femme se sent délaissée. Et on continue à nous faire croire que la religion musulmane, que je respecte, je suis musulmane, je suis pratiquante, mais je pense que certaines coutumes aujourd'hui devaient disparaître pour montrer la valeur de la femme. Aujourd'hui, on est là. C'est la journée internationale de la femme, même si c'est le 26. Comme je dis, la journée internationale des droits des femmes doit être célébrée tous les jours. Et c'est tous les jours. On est là pour parler des droits des femmes. C'est pour cela, moi, qu'on parle aujourd'hui de la polygamie. Que c'est une forme de violence psychique faite aux femmes. Il va nous en parler tout à l'heure. Donc, Antoine, je te remercie de venir. Bonjour. Bon, je voudrais dire d'abord que j'ai été très touché par ce film de Cheikh Falal et également aussi par la pièce de théâtre que j'ai beaucoup appréciée. En ce qui concerne le film, il y a une chose qui n'a pas été dite et qui me paraît quand même très importante à dire, c'est que nous n'en avons vu qu'une version un peu écourtée. Donc je pense que c'est important à savoir pour les personnes qui ont vu ce film. Alors je voudrais faire d'abord très rapidement un tour d'horizon de la polygamie dans le monde. Mais très rapidement, parce que je vais commencer par la France, quand même. Quand je prends un papier, parce que les chiffres et tout ça, je n'ai pas ça dans la tête quand même. Mais enfin, en 2015, par exemple, pour les chiffres de 2015, on pense que cette pratique concernait au moins 20 000 familles. Alors ça, ce sont des rapports officiels ou parlementaires, la Commission européenne, enfin des choses comme ça, et qui nous le disent, donc c'est pas du tout des chiffres fantaisistes. Et on pense que quand il y a 20 000 familles, on pense qu'en fait, il y a 200 000 personnes qui sont concernées, ce qui est quand même assez énorme, voire 300 à 500 000 selon l'association Respect 93 qui avait fait
toute une enquête là-dessus en 2010. Alors en France, évidemment, c'est une pratique qui demeure illégale. Elle est passible, pour petit rappel comme ça, d'1 an d'emprisonnement ferme et de 45 000 € d'amende. On a appelé ça la loi Pasqua du 24 août 1993. Alors la polygamie, elle n'est pas condamnée en tant que telle. C'est-à-dire que cohabiter simplement et de manière non officialisée par un mariage, voilà, ce n'est pas condamné. Ce qui est condamné, c'est le mariage. C'est-à-dire c'est l'officialisation d'une pratique. De la même manière pour la polyandrie, alors c'est-à-dire avoir plusieurs hommes. Bon, c'est beaucoup plus rare, c'est une pratique conjugale qui est beaucoup moins rare, la polyandrie, quand on regarde ça dans le monde. Alors il faut savoir également que quand il y a condamnation, ça frappe non seulement le couple en question, mais ça frappe aussi l'officier d'état civil, c'est-à-dire le maire, qui a prononcé ce mariage. Il faut le savoir. Awa nous parlait tout à l'heure des pays modernes ou occidentaux. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a aussi de la polygamie. Elle est pratiquée quand même par 50 000 familles, ce qui est quand même important, dont certaines chez les Mormons, dans l'Utah, le Texas. Donc pas besoin d'être musulman pour être polygame. Alors là, c'est tout à fait illégal aussi aux États-Unis, et là-bas, c'est 5 ans de prison. Donc c'est encore pire que chez nous, si je puis dire, pour la sanction. Alors évidemment, elle est pratiquée en pays musulmans et pays arabes, mais par exemple au Maroc, elle est entre guillemets limitée, puisque quand il y a une union polygame, le mariage se fait donc devant un... comment dire, il y a un juge qui est là au moment du mariage et qui vérifie en quelque sorte le nombre de certificats de mariage pour vérifier que le mari n'a justement pas plus que 4 femmes. C'est ce qu'on a bien montré dans le film. On voit bien que normalement, la loi musulmane dit pas plus que 4 femmes. Donc à partir du moment où il y a une 5e, là, le mariage lui est refusé. Alors évidemment, ça c'est limite, parce qu'on peut toujours trafiquer les certificats. Et puis, bon, on peut toujours ne pas se marier de manière civile et le faire de manière religieuse. Et c'est toujours d'ailleurs par ce biais-là que ça pose des problèmes, notamment pour les familles qui vivent en France. Parce que les hommes disent qu'ils sont mariés, et puis après, quand on leur pose la question, ils disent oui, mais je suis marié religieusement, et pas civilement. Donc ça pose des tas de problèmes en France. Alors comme ça, quand même, le fait que 20 000 familles en France restent concernées par cette question, ça montre quand même quelques points. Ça montre que d'abord c'est une pratique qui est difficile à chiffrer, puisque c'est une pratique qui concerne le domaine privé. Cette pratique est cachée, et c'est pour ça qu'elle est nocive. C'est ce que je vais montrer rapidement. Et évidemment, même quand elle est dénoncée, elle peut ne pas être consentie, et le fait qu'elle est dénoncée ne veut pas dire du tout qu'on va y mettre fin. C'est-à-dire que il y a les lois et les jugements pour casser ce type de mariage sont très complexes. Alors ça met en jeu les éléments suivants. D'abord la loi évidemment du pays de résidence, donc pour nous ce sera la France, la loi du pays d'origine, donc où évidemment c'est plus ou moins toléré comme j'ai essayé de vous le montrer, les lois coutumières, qui sont encore autre chose, les religions, il y a certaines dérives sectaires, par exemple pour les Mormons, les modes de vie, les relations, les coutumes sexuelles, et évidemment encore pour rajouter davantage de complexité, s'il en fallait, les personnalités des individus concernés. Donc tout ça, ça vous montre à quel point c'est très complexe de travailler avec la polygamie, et ça vous montre un peu le bazar, je dirais, qu'ont les juges à gérer cette question-là quand ils sont en face de cette question-là. Parce que ça les oblige à gérer à la fois de la loi, à la fois de la culture, à la fois de la coutume. C'est d'une complexité terrible. Bon.
Et puis évidemment, sur le plan social, ce sont les difficultés, c'est souvent par le biais des difficultés socio-économiques qu'on a affaire à la polygamie. Je pense par exemple à des enfants qui ont des difficultés scolaires, quelquefois ils ont des difficultés, on ne comprend pas très bien. Bon. Et puis au bout d'un moment, on ne sait pas la cause de cette difficulté-là. On sait simplement que ça ne va pas, quoi. Bon. Et puis au bout d'un moment, on apprend que effectivement il y a ça. Alors, je vais essayer de vous montrer en quoi ça peut être compliqué. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que vous dire en long et en large les souffrances des femmes soit le plus utile. D'abord, il y a le livre d'Awa qui est très très bien fait. Moi, je l'ai lu avec attention. Je trouve que la plupart des souffrances y sont exposées. C'est-à-dire, il y a évidemment la question de l'ambiguïté, c'est-à-dire le fait qu'une femme puisse savoir ou entendre que son propre mari prend du plaisir avec une autre femme dans le même logement qu'elle. Enfin, bon, on peut imaginer ce que ça peut signifier, c'est absolument inouï. La blessure, l'humiliation que ça peut représenter. Bon, tout ça, il est évident que, bon, j'ai pas besoin de vous le développer, je pense que, bon, vous l'avez compris. Ce qu'il faut tout de suite dire, c'est que ça se banalise pas. C'est-à-dire qu'effectivement, ça renforce le stress, l'anxiété et tous les autres troubles qu'on peut avoir. C'est-à-dire que quelqu'un qui pourrait être, allez, on va dire, un petit peu dépressif comme ça, bah, si en plus cette femme-là, elle a une polygamie à supporter, ça va pas être de la petite déprime, ça va accentuer cette dépression. Bon. Si une femme, par exemple, a une tendance à avoir des petits troubles psychosomatiques, comment dire, c'est-à-dire à traduire dans son corps des difficultés psychiques ou relationnelles, bah, évidemment, ça va les accentuer. Donc vous pouvez mettre du côté de cette souffrance-là, en quelque sorte, une des causes, disons, de l'accentuation, pas les causer directement, mais en tout cas de l'accentuation d'un certain nombre de troubles psychiques et relationnels. Ça, c'est une évidence. Une des questions aussi, c'est quand même toutes les difficultés relationnelles qui sont en cause, c'est-à-dire, ça n'arrête pas de se disputer. Le film de Sheikh Falal nous l'a bien montré. Elles n'arrêtent pas de se disputer, ces femmes. Et il y a un des hommes qui a beau jeu leur dira, mais vous arrêtez pas de les disputer, vous aimez bien les disputes, soyez adultes. Quel culot, quand on y réfléchit, c'est quand même le mari qui n'est pas capable de se tenir, de se contenir, et effectivement, avec un pénis comme ça, tout puissant, qui va partout. J'ai bien aimé le sort qu'on lui fait avec la carotte là dans la pièce. C'est tout à fait symbolique, c'est assez transparent. Non, mais bon, c'est vrai, quoi. Bon. Alors évidemment, au regard de cette toute-puissance dans la réalité de l'homme, toute-puissance sexuelle, mais impuissance psychique quand même, c'est ça, je vais en parler après. Au regard de cette espèce de toute-puissance sexuelle de cet homme, il y a effectivement la honte et ce sentiment d'impuissance des femmes. Donc ça, c'est quand même très fort, d'indignité, de dépréciation et de dépression. Et ça, c'est pas sans retentissement, évidemment, sur les enfants. Et c'est ça qui est le plus grave. Parce que je vais quand même parler de ça aussi. Des enfants, parce que il y a la souffrance des femmes, et ça c'est important, et c'est ça qui est intéressant aussi dans le bouquin de Awa, c'est qu'elle parle de la souffrance des femmes, mais elle parle aussi, en arrière-fond, j'ai envie de dire, quand même de la famille. Et ça, c'est fondamental. Alors ça, je vais plus vous en parler, parce que c'est quand même aussi à ça que moi, je peux avoir affaire, quand je travaille avec les enfants. Juste un petit mot sur les hommes, quand même. Parce que les hommes, dans tout ça, il faut peut-être en dire un mot. Bon, j'ai déjà évoqué quelque chose, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas parce qu'ils ont comme ça une espèce d'empire et de toute-puissance sur X femmes qui sont pour autant tout-puissants. Je distinguerais bien la toute-puissance physique, sexuelle de la toute-puissance mentale et psychologique. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, ce mari là dans le film, j'ai plus son nom en tête, mais
c'est un pauvre type. Je veux dire que quand ces 4 épouses là, le refusent l'une après l'autre, il dit rien. Il n'est même pas foutu de se mettre vraiment en colère ou de leur taper dessus. Je veux dire que si vraiment c'était un vrai, entre guillemets, homme, au moins il se fâcherait, au moins il crierait et il montrerait, entre guillemets, qu'il en a. Ben, il n'est même pas foutu de le faire. On se demande vraiment qu'est-ce qu'il a, quoi. Hein. Alors je trouve que c'est assez typique, ça. C'est-à-dire qu'il a... Ça ne veut pas dire qu'il faut défendre les hommes qui crient ou qui tapent, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis simplement, je trouve assez typique que dans ce film-là, où on montre un homme qui en a 4, voire 5, et par ailleurs, il n'est pas du tout capable de tenir quelque chose. Et je trouve assez cocasse aussi cette espèce de scène où il y a les 4 femmes là, qui mènent complètement en bateau, qui font leur cirque, quoi. Il leur dit attention, il va y en avoir une 5e qui va venir. Et puis elle, mais elle se fiche littéralement de lui. Enfin, je veux dire, ma pote, il y en a une qui est avec son casque et qui écoute comme toujours sa petite musique. Les autres qui, enfin, je veux dire, il en est quand même réduit à tirer au sort. C'est quand même fou. Alors qu'il avait pris la décision, au départ, quand même, de faire partir la première, c'est-à-dire, entre guillemets, la plus vieille. C'était ça c'était ça le deal. Alors, quand même, pour revenir aussi à ces hommes-là, on peut se demander si véritablement, parce que le fantasme, le gros fantasme, c'est, comme j'en ai plusieurs, ça va me satisfaire sexuellement. C'est ça le fantasme. Comme je suis tout puissant, comme j'en ai plusieurs, ça va me satisfaire totalement. Est-ce que le désir est satisfait totalement? J'en doute lourdement. Je n'en suis pas sûr du tout. Parce que le désir, c'est pas ça. Et le plaisir non plus. La bonne preuve, c'est qu'ils ne sont jamais satisfaits, ces types-là, puisque dès qu'il y a une petite jeunette qui passe, hop, il faut qu'ils la prennent. Et c'est aussi bien le film qui nous l'a montré, directement puisé aux sources, je dirais, dans la culture, que vous, qui vous êtes volontairement dans les pièces de théâtre, abstrait de la culture et qui avez tenté une transposition occidentale, je dirais. Et même là, vous mettez ça, vous incluez ça. Comme quoi, manifestement, ça ne satisfait pas. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc le désir masculin, on peut vraiment se demander en quoi il est satisfait. Très probablement un désir qui n'est pas très continu et qui ne peut pas fonctionner de manière constructive. Parce que c'est quand même la question que ça pose. Bon. Donc pour moi, la polygamie, ça pose évidemment la question de la condition de la femme et de sa souffrance et de l'égalité homme-femme. Ça, c'est une évidence. Mais ça pose également la question de ces hommes. La question de ces hommes. Alors évidemment, il y a aussi, après, toute la question de la diplomatie ou de la brutalité. C'est ça, si les femmes souffrent, c'est que bien entendu, les hommes, quelquefois, ne sont pas si diplomates que dans le film. Parce que dans le film, il est bien gentil, quand même. Bon. Donc... on peut imaginer que c'est autre chose. Bon. Alors je voudrais quand même parler 3 secondes des enfants et des adolescents. Je vais exprès très vite, je saute des tas de choses et des tas de détails, je vous dis vraiment que l'essentiel, mais on pourra y revenir après si vous le souhaitez. Alors, dans notre société, je ne vais pas parler de la société africaine ou arabe, je vais parler de la société que pour l'instant je connais le mieux, qui est encore la société occidentale française. Vous voyez, je suis très précis. Quels sont les dégâts, finalement, de la polygamie? On pourrait se dire, après tout, c'est une pratique sexuelle comme une autre, c'est jamais qu'un homme qui a plusieurs femmes. Finalement, oui, chez nous, les mecs, ça leur arrive d'avoir une maîtresse, et puis ça dure depuis longtemps, cette histoire, et tout et tout. Voilà, on pourrait dire ça. C'est d'ailleurs le grand argument que régulièrement les polygames disent. Ils disent, oui, c'est comme vous, vous avez des maîtresses, etc. Pas tout à fait la même chose, puisque nous, quand on a des maîtresses, on se débrouille quand même pour que ça se passe ailleurs. Bon. Et d'ailleurs, tout le théâtre ce qu'on appelle le théâtre
boulevard, hein, les vaudevilles, c'est toujours la faillite de ça. C'est-à-dire que précisément les deux amants, hein, le mari et sa maîtresse, ou la femme et son amant se sont donné rendez-vous, hein, et puis pof, patatras, faillite du système et des agendas, ben, c'est l'époux ou l'épouse qui n'était pas attendu qui rentre, bon, hein, et qui arrive sur les lieux. Donc normalement, ça ne doit pas se produire. Et effectivement, dans notre système relativement codifié, finalement, normalement, il n'y a pas de ménage à trois. Ça se fait ailleurs. Bon. Donc ça, c'est déjà une large différence. Ceci dit, revenons à la polygamie avec les dégâts qu'elle cause. Le gros problème de la polygamie, c'est que c'est une... Je vous l'ai dit, c'est que c'est illégal. Comme c'est illégal, ça doit être secret. Qui doit garder le secret? Ben, ceux qui sortent. Et quels sont ceux qui sortent? Ben, ce sont les enfants, notamment. Et les enfants, ils vont à l'école. Donc, ils ne vont pas pouvoir dire ça. Donc, t'as combien de papa, t'as combien de maman, et tout, ça ne peut pas se dire. Il y a combien de dames qui sont à la maison, ça ne peut pas se dire. Tes frères, oui, mais attends, c'est les frères de qui? Les frères de... Bon, donc tout de suite, quand on commence à parler de la famille, ça devient très compliqué. Ben, excusez-moi, c'est exactement comme dans certaines situations de divorce, ou dans d'autres situations. Les enfants sont encombrés, on va dire. On a un joli mot dans notre langue, c'est préoccupé. Ben, c'est exactement ça. La pensée est préoccupée, hein, par ce qui se passe à la maison, dans la famille, avec papa, avec maman, et ses maîtresses ou ses femmes, etc. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'enfant, il ne va pas être disponible pour les apprentissages, c'est simple. C'est compliqué, c'est compliqué de compter que 1 et 1, ça fait 2. Ah ben non, parce que ça fait 1 et 1, ça fait 3. Ça fait papa plus maman, ben ça fait 3 puisqu'il y a la maîtresse ou puisqu'il y a la polygame. Hein? Parce que les enfants, ça résonne comme ça résonne de manière symbolique. Juste une toute petite anecdote très rapide que je vous cite. Une fois, je travaillais avec un enfant. Il vient et puis il me dit Antoine, il faut que je dise quelque chose. D'accord, calme-toi. Je vais à Albert Richard. Hein. Allez, Richard, calme-toi, assieds-toi. Prends une feuille, dessine-moi ce qui t'arrive. Et puis, hop, il prend sa feuille, prend un crayon, et puis il dit, il fait des divisions. 24 divisé par 2, 36 divisé par 3. Et puis il met les résultats impeccables. Alors il dit, ah, il y a quelque chose qui s'est passé. Il dit, ah bon? Je lui dis, oui, papa et maman, ils sont séparés. Ben oui, c'est-à-dire que la famille s'était divisée, le couple s'était divisé, donc le gamin, il faisait des divisions, il n'arrêtait pas. C'est pour vous montrer un petit peu, si vous voulez, que les gamins, ils parlent en langage symbolique, comme ça. Hein. Donc c'est vrai, 1 et 1, ça fait 2, ben, ça dépend. Hein. C'est comme un enfant, il n'arrivait pas à comprendre les chiffres cardinaux, et bah oui, parce que quand il entendait le chiffre cardinal, lui, il pensait à Richelieu, à Mazarin et tout ça, parce que oui, il était complètement sur une autre planète, quoi. Et ça n'intéressait pas les chiffres. Quoi. Bon. Donc si vous voulez, les enfants, ils font des associations. Ils ne sont pas comme nous dans des petites cases bien rationnelles. Ils peuvent se permettre, comme ça, d'avoir des idées sur lesquelles ils associent. Alors le premier symptôme lourd, symptôme, hein, enfin, qui risque de se produire, c'est pas à tous les coups à 100%, il ne faut jamais dire ça en psy, hein, mais un des symptômes qui peut se produire, c'est effectivement un secret à porter, et là le secret, 9 fois sur 10 chez les enfants, c'est effectivement un blocage de la pensée. Alors qui dit blocage de la pensée, dit moindre réussite scolaire, échec scolaire, et puis après, bah, on sait très bien ce qui se passe, c'est-à-dire que hein, il fait l'ennui en classe, il se fait réprimander par ses profs, il ne suit pas, ça lui plaît pas, ça plaît pas non plus aux profs, dans la famille ça se passe pas bien non plus, ça fait le lit très rapide. Alors si je mets les choses au pire, hein, après ça traîne avec les copains, ça fait des bêtises, ça se retrouve dans la délinquance. Donc alors là je mets les choses au pire, mais ce sont des choses qui arrivent, il faut savoir. Hein. Ça c'est quand les choses vont très mal et qu'on ne peut pas... voilà. Qu'on peut pas... Alors l'autre symptôme massif, c'est la méfiance envers les adultes. Comment voulez-vous que la parole des adultes soit fiable, puisque par exemple le mari, le papa, il n'est jamais fiable ce gars-là. Hein, il dit non, j'ai pas d'argent alors qu'il en avait, etc.
Hein. Bon. Il ne dit pas au départ que cette cousine, il va se la prendre pour femme. Au départ, c'est une simple cousine qui vient là pour poursuivre ses études. Donc, enfin, je prends l'exemple du film. Il y en aurait tant d'autres de ce type d'exemple. Donc, il faut bien voir aussi que la polygamie, ça signifie un système de mensonges, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné ou à un autre. Donc, évidemment, les gamins sont élevés dans un lieu de mensonges. Pas facile pour grandir. Pas facile pour grandir. Comment faire confiance à des adultes après? Donc ça vous fausse quand même un certain nombre de repères. Bon, plus les disputes entre papa et maman, ça j'en ai déjà un peu parlé. L'autre question quand même, c'est que ces enfants-là sont exposés d'une manière ou d'une autre à un modèle de sexualité très particulier qu'ils ne vont pas retrouver chez leurs copains. Évidemment, ça va faire contraste. Donc ils vont se poser des tas de questions. Ça, pourquoi pas? Les enfants se posent des questions. Mais surtout aussi, c'est une sexualité qui, d'une manière ou d'une autre, est exposée. C'est-à-dire qu'il voit bien que papa, un soir, c'est plutôt telle chambre, et qu'un autre soir, c'est plutôt telle autre. Ça pose quand même des questions, ça. Donc on a quand même des enfants qui risquent de se construire sur des modèles sexuels, j'ai envie de dire, un peu particuliers. C'est-à-dire des modèles excessifs. Hein. C'est-à-dire soit complètement comme papa, par exemple, pour les garçons, c'est-à-dire très macho, dénigrant complètement les femmes et en opposition complètement à elles, pour les soumettre complètement. Hein. Soit des hommes qui, au contraire, fuiront ce modèle-là, mais qui risquent du coup d'être complètement ramollos, j'ai envie de dire. Et du coup d'être complètement soumis aux femmes. Puis quant aux femmes, on ne voit pas très bien comment les filles, hein, il va falloir qu'elles fassent un sacré boulot hein, pour se forger une image de femme et un devenir de femme. Donc ça pose quand même un sacré nombre de questions. De la même manière que les modes, hein, les modes de réaction, les émotions et les modes relationnels. Parce que tout ça, ça va ensemble et ça se forge très précocement. Il faut savoir qu'on se forge nos modes de relation, nos modes de réaction, nos modes de réaction émotionnelle, mais très très tôt, dans les premiers mois de la vie. Alors qu'en plus, c'est accentué par des relations quand même très problématiques comme celle qu'on vient de décrire, tant par le film, le théâtre, puis que j'ai essayé de vous réexpliquer d'une certaine manière par ce que je viens de dire, on voit bien que ça nécessite tout un travail après pour réélaborer et reconstruire des modes de relations un peu plus équilibrés. Je vous remercie, je ne veux surtout pas être plus long, et n'hésitez pas à me poser des questions. Hein. Mais tout ce qu'elle a dit, Antoine, c'est ce qu'on retrouve sur la polygamie. L'échec scolaire des enfants, je ne dis pas tous les enfants, je dis pratiquement, parce que la polygamie englobe une pluralité d'enfants, souvent, parce que l'homme est là, il fait ses enfants, et les femmes, c'est le concours de faire des enfants. Ça se passe comme ça chez nous. Ici, c'est pareil. La polygamie ici, les familles qui sont polygames en France, même que si c'est interdit en France, mais néanmoins il y a encore la polygamie, 3% de la population quand même, c'est pas négligeable. Et souvent ces enfants-là, on les voit, sont souvent livrés à eux-mêmes. Je ne juge pas les parents, mais je veux dire, être polygame, c'est destructif au niveau de la femme, mais aussi au niveau des enfants. C'est pour cela, il faut savoir que c'est un fléau à combattre. On ne peut pas laisser une telle union continuer à sévir dans ce pays moderne, en France, mais aussi chez nous. On a envie que notre pays, le Sénégal, l'Afrique se développe. Mais, comme je dis toujours, l'homme africain il pense tout le temps comment faire pour collectionner ces femmes que de penser à comment je vais faire pour faire développer mon pays. Et que dit plusieurs enfants dit un sous-développement, c'est ce qui se passe actuellement, je parle du Sénégal, mais en Afrique en général, surtout le Sénégal et le Mali. Et croyez-moi, je ne suis pas fière, le Sénégal bat le record mondial des hommes polygames. Bat le record mondial. C'est pour cela actuellement, au Sénégal aussi, on a du mal à avancer. Le sous-développement continue. On nous promet tous les jours
n'importe quel gouvernement, ça va avancer. Un pays en voie de développement, mais il faut dire que c'est un pays encore sous-développé. Le chômage continue à sévir tous les jours, parce que les enfants, souvent, comme il y a beaucoup d'enfants, elles ont moins de chances de faire ces études, ils ont moins de chances, effectivement, d'acquérir certaines connaissances, de devenir demain soit des de rentrer dans les grandes écoles, en tout cas polytechniciens, ou de devenir même des professeurs des écoles, parce qu'on a manque des professeurs d'école, par exemple. Souvent, ils ont le brevet d'études, c'est pour cela que l'enseignement est très faible, parce que souvent, la plupart, ils n'ont même pas eu le temps d'avoir le bac, parce qu'on n'a pas, les parents n'ont pas les moyens de payer les études. Donc tout ça, je ne vais pas parler beaucoup parce que le temps ne nous permet pas, mais tout ça me permet de vous dire, on doit réfléchir aujourd'hui pour lutter contre ce mal. Et je parle j'espère que les autorités sénégalaises ou africaines m'entendront. Moi, je leur demande aujourd'hui de pouvoir changer le régime du droit commun au Sénégal, qui est actuellement la polygamie. Et je parle aussi également des marabouts, nos aînés, que je respecte beaucoup. Mais je souhaite que les petits marabouts ne répètent pas les mêmes erreurs que les aînés. Qu'on puisse réfléchir, nous tous ensemble, de cette problématique, essayer de trouver une solution. La solution, c'est de lutter, c'est d'abolir la polygamie, c'est notre combat, parce que la polygamie n'est qu'une sorte une forme qui va nous ramener encore plus dans un pays sous-développé. Je vous remercie. Je voulais maintenant appeler M. Alioune Tall, qui est juriste, qui va nous parler de cette violence terrible que les femmes vivent. Il ne faut jamais se dire que ce n'est pas moi. Malheureusement, la femme est un peu égoïste, vous m'excusez. Je vais dire toujours, c'est pour l'autre, moi je n'ai pas. Mais nous tous, un jour, on risque de tomber dans le même piège. Donc, battons-nous ensemble les femmes. Unissons-nous pour combattre ce mal et les hommes puissent nous aider, puissent nous comprendre. Je vous remercie. On applaudit M. Tall qui va nous parler de cette violence. Bonsoir. Et je vous remercie aussi. Donc ça a été très intéressant de connaître Awa dans le cadre de son combat contre les violences faites aux femmes de manière globale et contre la polygamie. Et aussi, ça a été un intérêt d'écouter donc Antoine, donc son regard sociologique et psychologique. Moi, ce sera plutôt un regard de juriste. On a eu la chance avec Awa d'échanger sur cette problématique. On n'a pas forcément le même point de vue sur tout, mais par contre, il y a un tronc commun qui nous lie. Ça veut dire la conviction qu'on doit lutter contre toute violence faite à une femme parce qu'elle est femme. De toute façon, la violence globale, il n'y a pas aucun droit qui permet à un humain de faire subir une violence à un autre humain, que ce soit même un homme. A fortiori une femme, dans le cadre d'une union qui s'avère être parfois dans une position de faiblesse. Donc moi, mon regard sera porté sur la violence conjugale. Quelle est son appréhension juridique? Quels seront les moyens, et quels sont les moyens actuellement ici où nous sommes en France, de l'éviter? Et si ça arrive, quels sont les moyens de faire sanctionner cela? Ça c'est pour tout couple, que ce soit un Européen, que ce soit la violence en tant que telle est appréhendée au niveau pénal. Mais aussi, il y a des circonstances aggravantes. Quand la polygamie en tant que telle, sa pratique est prohibée ici en France, dans le cadre du délit de bigamie. On parle de polygamie, mais c'est plutôt la bigamie qui est interdite. Comme il a souligné, être en couple avec deux personnes consentantes majeures, en tant que telle, s'il n'y a pas d'union célébrée civilement, n'est pas un délit en France. Ça veut dire que donc le délit c'est bigamie, ça veut dire qu'il y a deux célébrations civiles de mariage qui est prohibée. Le problème c'est que, globalement, les maris polygames en France n'ont pas de mariage célébré. C'est ce qui est un vide juridique. Il y a une femme qu'on a mariée civilement ici ou ailleurs, le mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil, parfois pour des raisons d'immigration, pour avoir soit les papiers dans le cadre du regroupement familial ou pour la nationalité. Et l'autre femme qu'on a mariée coutumièrement, on l'a fait venir ici parfois même illégalement. Ce qui signifie que
ce mari peut dire que non, c'est ma concubine, c'est juste une copine. Donc dans la légalité, on ne peut pas dire qu'il y a polygamie. Donc il faut éviter les amalgames à ce niveau. Quand on appréhende un mal, il faut cerner le contour de ce mal pour pouvoir le combattre. Comme je l'ai toujours dit à Awa. Sinon, on surfe dans l'amalgame et dans le sensationnel. Et là, il n'y aura pas de résultat. Donc même pour reprocher quelque chose, comme on l'a dit, il y a des gens qui disent que oui, mais en France, il y a la polygamie. Comme vous dites, c'est un argument classique. Moi-même, je l'ai dit. Mais j'y crois parce que de fait, on peut être polygame de fait. Ce n'est pas appréhendé par le droit. Il y a des gens qui vivent simultanément avec la femme, la maîtresse, mais certes pas sous le même toit. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des polygames de temps en temps et de plus en plus qui ne vivent pas avec les deux femmes sous le même toit. Même à Dakar, je vois des amis qui sont magistrats, de mes étudiants aussi qui sont magistrats, qui maintenant ont la tendance d'être polygames et qui dissocient le logement. Il y a une décohabitation qui se passe même de plus en plus. Même la préfecture encourage cette décohabitation. Cette cohabitation. Peut-être que c'est un moyen de mal, mais il y a toujours le mal. Je ne crois pas qu'une femme qui s'est rendu compte que son mari le trompe avec une femme qui n'habite pas sur le même toit sera moins souffrante que la femme qui vit avec. Dans tous les cas, il y a une souffrance. Il me paraît donc que cette souffrance, il faut l'appréhender de manière globale et ne pas dissocier la femme qui est officiellement ou officieusement polygame de la femme aussi qui est trompée, parce qu'il y a une violence psychique aussi. Donc moi je pense que si il est avéré, je ne crois pas, mais s'il est avéré que la polygamie peut être appréhendée comme une violence psychologique, je parle de si, conditionnelle, il y a une appréhension pénale dont je vais parler. Il me paraît plus opportun de ne pas entrer dans ce débat, parce qu'il y aura un quiproquo, mais au moins de se limiter au fait qu'il y a une violence en tant que telle du fait de la cohabitation, qu'elle soit polygamique ou pas. À partir de ce moment, on peut sanctionner cela. On ne va pas se chercher si le mari est marié coutumièrement. Parfois, on peut être polygame sans avoir du tout de mariage. Il est arrivé que plusieurs personnes que j'accompagne, maliens, sénégalais, vivent avec deux femmes dans le 13e arrondissement, avec 4 enfants dans un T2. Pour moi, je ne parle même pas de polygamie humainement parlant, il y a la promiscuité qui ne permet pas aux enfants de grandir normalement. Déjà, il y a un problème. Mais lui, juridiquement, on ne peut rien faire contre lui. Il n'est marié ni avec l'une, ni avec l'autre. C'est un mariage coutumier. Et on sait que le droit français n'accorde pas une valeur juridique à cette union qui est de fait. Donc il y a un problème à ce niveau. Or, il commet une infraction dans la mesure où il fait subir à l'une et à l'autre des conséquences au niveau de leur vie personnelle. Mais juridiquement, il est lié ni à l'une ni à l'autre, alors qu'il fait de la polygamie. Si on part de cette hypothèse, si on est d'accord que ce qu'il faut appréhender, c'est le fait qu'un homme fait subir ce mal à une femme ou bien à deux femmes dans le même cadre, il y a une conséquence juridique. La première conséquence, c'est de démontrer que la femme montre qu'il y a un mal qui lui est subi. Parce que si la femme est consentante, on ne peut plus faire de combat. S'il n'y a pas d'infraction, ce qui n'est pas puni par la loi, on ne peut pas, nous, se donner la peine de punir cela. Ce qui n'est pas interdit globalement est autorisé. Et si c'est autorisé, si les deux personnes sont consentantes, on ne peut plus rien faire. Il faudrait que la femme ne veuille pas de la polygamie. Il y a des femmes qui disent que moi, je suis polygame, comme je l'ai dit à Awa. J'ai des étudiants qui sont devenus magistrats qui me disent, monsieur Tal, moi, par principe, je veux être femme de monsieur polygame. C'est ce qui est plus adapté à ma vie personnelle. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'un homme à 100% du temps. Est-ce qu'on a la possibilité de dire à cette femme, non, c'est pas bon pour vous? Finalement, on fait aussi quelque part une dictature personnelle. Donc, il faut partir du principe que la femme ne veut pas. Son consentement est vicié. Ça veut dire qu'on a extorqué son consentement ou bien qu'il n'y a pas de consentement. Dans ce cas, pour moi, c'est illégal et c'est très grave. C'est à partir de ce moment que je commence à raisonner. Et pas dans les autres hypothèses où il y a un consentement. Il faudra conseiller à toutes ces femmes-là que la première chose à faire s'il y a cette violence, c'est de le faire constater en portant plainte. Soit contre X, soit contre la personne si on sait bien que c'est cette personne-là qui me cause un tort. Et même s'il n'y a pas de polygamie. Comme il l'a démontré, Antoine, on peut dire que le fait que vous m'imposez, on est mariés tous les deux, hypothèse, Awa et moi, on n'est pas mariés en réalité, mais on se fait une supposition. Je ne dis pas que vous n'êtes pas mariés. Je ne sais pas, je dis que toi et moi, on n'est pas mariés. C'est pour rigoler. D'accord. Okay. Donc, mais à supposer qu'on était mariés. Et que donc je fasse venir une autre femme dans le cadre d'une polygamie que nous on sait qui est valable dans notre coutume du Sénégal, je suis sénégalais aussi, vous pouvez porter plainte contre moi. Pas au regard d'une interdiction de la polygamie parce qu'il n'y a pas d'union avec l'autre épouse, mais du fait que je vous fais subir une peine, une violence psychologique. La violence psychologique est interdite comme la violence physique, au même pied et sanctionnée au même titre.
À ce titre-là, ce que vous deviez faire, c'est porter plainte contre votre mari qui vous fait subir cette violence. Et ça peut aussi avoir le relais de violence sexuelle. À partir du moment où je n'accomplis pas mon devoir conjugal, partager le même toit, en trois, c'est ce que le Code civil dit, mais en fait, tout le monde sait ce que ça veut dire. Dormir au lit, ça veut dire ce que ça veut dire que je ne vais pas dire. Je ne le fais pas comme il le faut, parce que je partage ce temps-là avec une autre femme. Il y a une violence psychologique. Ça, c'est plus intelligent. Vous pouvez le sanctionner en droit positif. Sinon, le reste, ce sera plutôt des convictions, si on n'est pas d'accord, est-ce qu'il y a la polygamie ou pas. Alors que là, c'est du concret, c'est sanctionné par le droit pénal. Et à partir du moment où c'est sanctionné par le droit pénal, vous avez la possibilité de porter plainte contre X ou bien contre lui devant le procureur ou devant la police. Une fois que c'est fait, même mieux encore, ce que je vais dire ne va pas arranger des polygames, mais il faut protéger nos sœurs. Mieux, vous pouvez demander une ordonnance de protection. Parce que s'il y a une violence psychologique ou physique, vous pouvez saisir le juge aux affaires familiales, demander à ce que vous ayez une ordonnance de protection contre cette violence, quelle que soit la nature. À partir du moment où vous avez l'ordonnance, il y a beaucoup de conséquences qui suivent. Vous avez la priorité sur le logement familial. Vous pouvez demander à être isolé de ce coupable, de ce délinquant qui est le mari, qui serait M. Tal. Donc, on va me demander de quitter les lieux jusqu'à ce que le juge se prononce dans le fond de l'affaire. Et le logement vous reviendra de droit, c'est vous la victime. Même à titre provisoire, s'il n'y a pas de jugement pour vous accorder le logement. S'il y a des enfants, à partir du moment où il y a l'ordonnance aussi de protection, vous pouvez avoir la garde exclusive de l'autorité parentale sur les enfants, pour leur bien-être. Et ça va résoudre les problèmes dont on a parlé. Encore, toujours comme conséquence, ça peut arriver des étrangères, surtout qui n'ont pas les moyens parfois d'aller se plaindre. Parce que, n'étant pas en situation régulière, le mari vous amène, il ne peut pas vous faire bénéficier de son titre de séjour ou de sa nationalité parce qu'il est bigame, de fait. Donc vous restez dans la clandestinité. Et ça va lui plaire parce qu'il vous domine, il vous contrôle. Si vous avez l'ordonnance de protection, la loi, on a fait le combat. Autant j'étais dans un comité interministériel ici avec Éric Besson qui fut ministre de l'immigration. On a fait ce combat pour que toute femme, dans le cadre d'une union matrimoniale qui bénéficie d'une ordonnance de protection, bénéficie d'un titre de séjour, de facto. Dès que vous l'avez, vous avez le droit à un titre de séjour depuis 2010. Depuis juillet 2010, il y a une loi à ce niveau. Il faut que les femmes puissent savoir cela. C'est très important, donc ça vous donne le droit maintenant de sortir de cela et même de porter plainte. Voilà. Une fois que vous portez plainte ou bien que vous avez ça, donc il faut le dire à vos femmes. Surtout les femmes qui sont en situation irrégulière, il y en a beaucoup qui vivent en silence. Et là, ça fait un mal de souffrir d'une part de la violence et de souffrir de la violence, de ne pas pouvoir se plaindre de cette violence. C'est une double violence, donc maintenant il y a une solution juridique depuis 2010. Aussi, il y a ce qu'on appelle le grand numéro. Le procureur peut vous ordonner d'avoir un numéro spécial qui va déclencher une plateforme ici en France. La police va pouvoir répondre automatiquement une fois que vous avez ce numéro de téléphone qu'on va vous donner pendant 6 mois, renouvelable éventuellement. Ça c'est très intéressant. Si vous faites constater la violence psychologique ou physique et que ça perdure, le monsieur ne va pas quitter l'autre parce que vous aussi vous ne pouvez pas sortir et qu'on ne vous a pas encore donné une ordonnance de protection, vous pouvez solliciter ce grand numéro. Et là c'est très intéressant cette évolution de la loi. Et maintenant on part du fait que le mal est constaté, ça veut dire qu'il y a un délit. Si le délit est constaté qu'il y a une procédure qui est en jeu, vous pouvez aussi demander une réparation de ce préjudice. Vous portez plainte, vous pouvez vous porter partie cible pour avoir des dommages d'intérêt parce qu'un préjudice vous a été causé. On est en France. Et le droit civil français dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Article 1382 du Code civil. Sur cette base, vous pouvez demander des dommages d'intérêt. Au niveau civil, au niveau pénal, vous pouvez demander aussi des dommages d'intérêt en tant que partie civile. C'est une possibilité. Donc aussi, si même vous avez une condamnation et que le monsieur il n'est pas solvable, il arrive que beaucoup de polygames ne sont pas solvables. Comme il disait, ils n'ont pas les moyens matériels d'entretenir les femmes. Mais il y a l'égoïsme de l'homme. Et ça, ce n'est pas l'homme africain ni musulman. Moi, je pense que c'est moi-même. Je suis homme et je l'assume. Mais je me contrôle parce que j'ai la conscience de pouvoir me contrôler. Il me semble que l'homme qui a du pouvoir est tenté et porté à l'abuser, comme disait Montesquieu. Mais l'homme qui a son pouvoir de mal, qui ne sait pas se limiter, a tendance à vouloir chercher des partenaires ça et là. Si c'est un système où la polygamie est tolérée, il sera polygame. Si c'est un système où ce n'est pas toléré, il sera plutôt... Il va transférer l'autre en cocu. Il va prendre son scooter pour aller chercher une copine quelque part. Il y en a qui vont prendre leur voiture, un taxi, en tout cas, pour aller le faire. Mais lui aussi, il est polygame. Mais il est verticalement, l'autre, il est horizontalement. Moi, je ne vois pas de différence au niveau de la souffrance de la femme. Sauf si les femmes me disent le contraire. Le fait qu'on me trompe progressivement, en été, T plus 1, T plus 2, et que l'autre me trompe qu'en été, mais avec, dans l'espace diversifié, ça renvoie à la même souffrance aussi. Donc, dans tous les cas de figure, on peut aussi avoir cette protection et demander des dommages d'intérêt. Et maintenant, en France, vous savez qu'il y a 2 systèmes d'indemnisation des victimes, même
Ça, moi, si quelqu'un vient me voir une femme, je l'aurais accompagné à ce niveau. Parce que la loi a des vides, mais la loi a des aberrations. Le seul fait d'être victime de polygamie vous permet de solliciter la commission d'indemnisation des victimes. Donc, il y a un dommage intérêt que j'ai réclamé. À partir du moment où on voit que c'est plausible légalement, vous pouvez me demander une prévision qu'on vous donne de l'argent pour pouvoir déménager de votre propre chef. Si vous pensez que vous ne pouvez pas rester dans le local. Ça, c'est légal et c'est permis en France. Si cette commission traîne, il y a aussi une autre commission qui peut vous aider pour le faire. Ce qu'on appelle SARVI, qui aide à avoir une prévision le temps que le problème soit réglé dans le fond. Ça permet de déménager. Parfois, les gens restent parce qu'ils ne peuvent pas quitter. De l'extérieur, il y a des assistantes sociales qui disent à la femme, mais oui, il faut partir, madame. On vous met dans un hôtel, même pas 1 étoile, 0 étoile. Comme je vois une femme avant-hier que j'ai aidée, un hôtel, à mon avis, qu'il faut dénoncer, qui est à Garibaldi. On a là-bas des gens qui sont demandeurs d'asile, des gens qui demandent aussi qui sont en situation d'attente pour le titre de séjour. On appelle le 115, envoie là-bas. Et c'est des marchands de sommeil. Ils sont payés à l'État au prix fort. Et la dame, quand j'étais parti là-bas, parce que je la connais et je l'ai aidée, c'était vraiment de l'esclavage moderne. Et donc ça, il faut le dénoncer. Au lieu d'avoir cela, il y a des femmes qui préfèrent rester souffrir parce qu'il y a quand même un toit. Et ça, pour moi, c'est la pire des situations où on est obligé de souffrir parce qu'on ne veut pas être dehors, il vente, qu'il pleuve, qu'il tonne, qu'il neige. Ça peut être très dangereux. En ces cas, sollicitez cette ordonnance. Avec cette ordonnance, vous aurez droit à une réparation et aussi à une prévision pour pouvoir déménager et avoir votre toit. Quand on mange bien et qu'on dort bien, on peut maintenant se prévaloir de ses droits. Il ne faut pas dire à quelqu'un de l'extérieur, madame, sortez, allez vous défendre, on vous met dans un hôtel. Quelques jours après, on vous dit qu'il n'y a pas de place au 115, mais cette personne a tendance, je l'ai vu, une Camerounaise étudiante qui est retournée de son propre chef, c'est la personne. Ça m'a révolté, ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas assistant social, je suis juriste. Mais il fallait me transformer en humain et essayer de l'accompagner pour lui dire non, madame, on va trouver une solution chez une dame française qu'on connaît bien, qui joue la madame Georges, comme on dit chez nous, qui aide les gens qui sont en désespérance, qu'il a hébergé. Ce n'est pas son rôle d'aider toutes les personnes dans ces cas de figure parce qu'elle n'en a pas les moyens. Donc il faudrait que, dans le cadre de vos associations, vous fassiez des propositions à ces autorités comme le 115, à ces autorités comme la préfecture, pour leur dire qu'il y a des mots comme ça qu'on peut résoudre. Ils ne sont pas au courant que l'argent a été détourné, par exemple. Je pense que des associations comme les vôtres peuvent jouer ce rôle pour les accompagner au niveau de ces violences. Donc moi, il me semble que pour tout ce qui concerne la violence conjugale, comment l'appréhender au niveau pénal, c'est ce schéma-là, si ça concerne la polygamie. Il ne faudrait pas essayer de l'appréhender au niveau de la polygamie en tant que telle, parce que la polygamie généralement pratiquée en France n'est pas un délit. Ils sont intelligents. Et même, c'est très rare, comme vous l'avez dit, si le maire l'a fait, le maire sera sanctionné, mais avant de marier des personnes, on leur demande des certificats de coutume qui attestent que vous êtes célibataire, vous n'êtes pas engagé par une union. Si vous êtes déjà engagé quelque part, vous ne pouvez pas vous remarier en France. Donc c'est un cas très rarissime, où un maire va célébrer un mariage alors qu'il y a déjà un mariage en cours quelque part, en Europe. Et l'article 47 du Code civil français dit que tous les mariages qui ont été célébrés dans des formes usitées dans le pays d'origine ont une force probante ici. Ça veut dire que même le mariage coutumier, et ça c'est quelque chose, une extrapolation mais juridique, même le mariage coutumier, une fois que ce mariage peut être transcrit sur les registres d'état civil du pays concerné, une fois que la loi du pays concerné accorde une valeur juridique à ce mariage coutumier comme au Sénégal, peut être appréhendé en droit français comme du mariage civil. Ça veut dire que ces gens peuvent devenir polygames ici en France. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune décision qui sanctionne un polygame de ce fait. Donc il y a du travail à faire, il y a des solutions, comme je vous disais la dernière fois. Il me semble qu'il faut plus se concentrer sur ces solutions juridiques, réfléchir à les sanctionner positivement et à ne pas les sanctionner que moralement, que c'est pas gentil, c'est pas bon. Ça ne va pas les calmer. Et ça, il y a une solution aussi à ce niveau. Mariage coutumier peut être interprété pour ce qui concerne le Sénégal et le Mali, qui donnent le plus grand contingent de polygames ici en France en tout cas. Ce sont ces pays, aussi il y a Mayotte comme je l'avais souligné. Par contre, je vais terminer sur ce propos qui ne va pas plaire à Awa. Dans la lutte contre la polygamie, il ne faut pas faire des discriminations. Pour moi, polygame égale polygame. Qu'il soit mormon ou sénégalais, bambara ou malien, c'est un polygame. S'il l'applique en France, il faut la même sanction. Par contre, le droit français comporte des aberrations. Si je suis maoré de Mayotte, je peux pratiquer la polygamie parce que je relève d'un statut spécial. La France l'avait toléré parce qu'elle avait envie de garder sa position géostratégique là-bas lors du référendum. Et ça continue toujours. Ça veut dire qu'il y a des polygames français statutaires. Comment voulez-vous maintenant, moi je veux que vous me dites qu'il faut nous aider à combattre la polygamie. Je vais vous dire qu'il y a un problème politique à résoudre avant. Il faut dire qu'il n'y a pas de polygame en France du tout. Ça, ce sont un autre combat pour que ce soit légitime. S'il n'y a pas cette légitimité dans le combat, il y a des gens qui sont émus de justice comme moi, qui ne veulent pas qu'on maltraite les femmes, qui seraient gênés à faire un combat à deux niveaux. On ne peut pas faire ce combat en dents de scie. On doit être cohérent et logique dans notre démarche pour que la femme soit respectée et aimée dans le sens vrai du terme, et parce que ce sont nos sœurs et comme je disais, ce sont nos mères.
À partir du moment où on a conscience que notre mère, pour moi, c'est maintenant la personne qui parle. Et une femme, c'est la voix de soi. Ma mère, c'est une femme, ce n'est pas un homme. C'est elle qui m'a mis au monde. Donc, je dois respecter. Toutes les femmes, je dirais, c'est ma maman. Et comme vous disiez, c'est les gens qui se considèrent forts, parce que pour montrer la virilité, il faut avoir 4 femmes, 5 femmes. En général, ils peuvent être petits. Parce qu'ils ne se rendent pas compte, à la base, on fait du mal. Cette femme, elle est une femme lambda, elle est la mère d'une autre personne. Donc, ça fait théoriquement votre mère. Si vous faites mal à votre mère, vous êtes petit. Donc, nous soyons forts pour respecter les femmes. Et il veut son congé paternité, 15 jours. Mais apparemment, ce qu'il expliquait, c'est que c'était normal dans la société. C'est-à-dire que c'était normal que les hommes étaient... Il n'y a que le RH qui a dit... Les employés, les entreprises privées qui cautionnent ça, moi je dis qu'il y a une belle hypocrisie. Dans toute affaire qui concerne un enfant, c'est l'intérêt de l'enfant qui prime. Convention internationale sur les droits de l'enfant, article 3. L'enfant n'est pas responsable de la polygamie de son parent. Ces droits qu'on donne, ce n'est pas pour faire plaisir au père, mais c'est pour l'intérêt de l'enfant. Même s'il a 50 enfants avec 50 femmes, ce sera le même droit. À ce niveau, pas faire d'amalgame. On ne protège pas le père. On donne la chance aux enfants d'avoir une croissance normale, de bénéficier de l'éducation de ses parents. Maintenant, si on revient à l'autre forme, est-ce que du fait qu'on sait qu'il est polygamie, on ne doit pas le sanctionner pour le congé? Non, mais au moins enquêter, parce que c'était pas couvert. C'est-à-dire que c'était, il est venu, le patron, il a dit, bon, une situation encore habituelle, il veut son congé. Alors on a demandé combien d'enfants? Il a dit, il y a 11 enfants. Bien apparemment, c'était habituel dans cette société. Oui, mais je veux dire, si ce n'était pas un polygame qui a 11 enfants, ce sera la même chose, même s'il les a avec 5 femmes. Voilà. Donc je veux dire, à ce niveau, il n'y a pas de contrainte juridique, parce que ce n'est pas le père qui est protégé, ce sont pour les enfants. Enfin, moralement, ça peut gêner, mais il n'y a pas de contrainte pénale juridique. Oui, donc si vous voulez, il n'y a aucune contrainte pour ce patron d'aller dénoncer en quelque sorte cette situation-là. Ça, c'est le premier point. Pour compléter aussi par rapport aux enfants. Alors, souvent, la polygamie, on la détecte par les enfants. Parce que les enfants ne vont pas bien, ou par des situations socio-économiques qui font qu'effectivement la famille ne va pas bien et que les femmes vont chercher du secours aux assistantes sociales. Et que du coup, petit à petit, on arrive à comprendre qu'il y a une situation de polygamie. C'est comme ça que ça se détecte. Mais là, on est dans le droit public, c'est-à-dire une assistance sociale, c'est le droit public. Elle peut alerter, par exemple, faire une enquête, elle peut alerter le juge des enfants par le biais des enquêteurs, etc. Et là, ce sera, évidemment, pour vous rejoindre, ce sera effectivement le droit des enfants qui sera mis en avant. C'est-à-dire qu'on dira, les enfants ne peuvent pas avoir un développement psychique, scolaire, apprentissage et tout ce qui s'ensuit. Et donc, hop, on fait appel au juge des enfants ou à je ne sais pas qui. D'ailleurs, avant de faire appel au juge des enfants, on fera déjà appel aussi à des associations qui peuvent travailler avec les enfants et la famille pour aider à résoudre un certain nombre de questions. Et puis seulement si la famille est rétive, et si ça se passe toujours mal, et si ça ne se travaille pas, du coup, on passera à la protection juridique. Mais vous voyez, il faut déjà qu'il y ait une saisine, comme on dit, du droit du juge. Mais quand on est dans le privé, il n'y a pas d'obligation. Comme le bien, l'argent, l'allocation n'appartient pas au mari, et c'est vrai que souvent beaucoup de maris utilisent ça. J'ai entendu un jeune, malien, jeune, à la fleur de l'âge, qui disait qu'il a fait venir sa femme. Il va lui faire rapidement 3 gosses, comme ça il pourra bénéficier du maximum d'allocation et de la carte de réduction SNCF. Moi j'étais bord des larmes. Je lui ai dit, mais madame, votre femme n'est pas, excusez-moi le terme, une poneuse. J'ai utilisé ça, monsieur plutôt. Essayez de le décourager. Et lui, il pensait à ses allocations, il va les utiliser comme le monsieur. Dans ces cas, on peut porter plainte pour abus de confiance et escroquerie. Si la femme ne peut pas le faire, les associations de défense des victimes peuvent le faire en lieu et place. C'est ce qu'il faut faire parce qu'elle n'aura pas le courage. Vos associations sont agrémentées pour pouvoir le faire. C'est le conseil que je vous donne à ce niveau. Il y a 2 choses qu'il faut savoir du point de vue civil. C'est que si d'aventure les allocations familiales ne sont pas utilisées à bon escient, il est possible de solliciter auprès du juge des enfants ce qu'on appelle une AGBF, c'est-à-dire une aide à la gestion du budget familial, qui concerne que les allocations familiales. Ça arrive souvent effectivement dans le cadre de familles pas forcément polygames, mais où les allocations familiales sont dilapidées. Vous faites une demande auprès du juge des affaires familiales qui pourra ordonner cette mesure.
La deuxième mesure relève du juge aux affaires familiales. C'est ce qu'on appelle une procédure pour demander la contribution aux charges du mariage. C'est-à-dire, si vous estimez que votre mari n'utilise pas les revenus du foyer aussi à bon escient, vous pouvez faire une demande au juge. Ça ne nécessite pas d'initier une procédure de divorce. Vous faites juste une demande pour que le juge sanctionne le mari, en clair, qu'il y ait une décision disant que tous les mois, supposons que le mari gagne 1000 euros, tous les mois, le mari doit contribuer à concurrence de 1200 euros au titre des charges du mariage, qui est différent de la pension alimentaire, parce que là, vous faites cette demande tout en restant dans les liens du mariage. Donc c'est des mécanismes juridiques qui interviennent au plan civil, aussi efficaces en termes de gestion du patrimoine familial. Moi je suis du Sénégal, et quand on était plus jeune, on partait du principe, voire du postulat, qu'en réalité la polygamie était faite pour des hommes non cultivés et pour des femmes non cultivées. Or, il me semble, je n'ai pas encore vu le reportage, mais je pense que s'il y a des médecins et des avocats qui sont polygames, il y a de fortes chances que leurs femmes aussi soient de leur milieu. Et donc j'aurais bien aimé savoir quelle était la position d'une part de ces polygames, on va dire intellectuels, et d'autre part des femmes qui ont accepté la polygamie tout en étant intellectuelles, alors que dans l'imaginaire sénégalais, en tout cas quand on était plus jeune, c'était quelque chose qui nous paraissait incompréhensible, à la mesure où, comme je l'ai indiqué au départ, on partait du postulat que la polygamie s'était faite pour des hommes sous-cultivés et pour des femmes sous-cultivées. Au départ, dans nos pays, il n'y avait pas de ville, il n'y avait pas la colonisation, c'était des villages. Donc la polygamie se passait là-bas. Les citadins le pratiquaient moyen. Mais maintenant, effectivement, comme vous le dites, il n'y a pas de citadins. Il y a des intellectuels qui le font parce que c'est un choix. Il y a des intellectuels, comme je dis, moi j'ai pas mal, j'ai au moins une trentaine de mes anciens étudiants qui sont soit magistrats, parce que je suis prof de droit, magistrats, procureurs, et qui ont préféré la polygamie. Donc cette conception traditionnelle, si ça existait quelque part, elle n'existe plus, et au point de départ, ça n'existe pas partout, parce que moi à Dakar, je parle même de Dakar, centre-ville, vraiment là où il y avait une bonne population française où j'ai grandi, il n'y avait que des familles polygames, une famille sur deux était polygame. En fait, un Sénégalais sur deux a connu la polygamie ou le connaît directement ou indirectement. Donc effectivement, si le reportage parle de ça, à mon avis, c'est une erreur. C'est une erreur d'appréhension du reportage, parce que la polygamie concerne tout le monde, riche ou pauvre, intellectuel ou pas intellectuel, dans notre pays en tout cas. Mais je peux vous dire la même chose, moi je suis allé à Kaboul, donc rien à voir avec l'Afrique, vous allez me dire, mais par contre on est en pays musulman là-bas. Hein. Eh bien, la polygamie, moi j'en ai trouvé aussi bien parmi des personnes très pauvres, hein, et pas uniquement du fait de la guerre, de toute façon avec les pauvres, hein, et j'en ai trouvé aussi parmi les médecins et les psychiatres avec qui j'ai travaillé dans les hôpitaux. Donc si vous voulez, ça n'a rien à voir effectivement avec le niveau de culture. Ça n'a rien à voir. C'est véritablement un choix de vie, assumé ou pas, mais voilà, ça n'a rien à voir avec ça. C'est ça qui est compliqué d'ailleurs. C'est quand même une question de, pour résumer les choses, hein, c'est comment comment on travaille avec sa propre jouissance. Pour les hommes, c'est quand même de ça. Donc, et ça, c'est pas une question de tête. Hein. Enfin, c'est une question de tête, mais si vous voulez, c'est pas une question d'être intellectuel et d'avoir travaillé dans les universités. Hein. C'est comme si on disait, par exemple, hein, que la barbarie, c'est uniquement pour les gens qui sont brutaux et tout. Ben, c'est pas vrai. On sait très bien qu'un type comme Hitler était un type très cultivé, et néanmoins, il a commis les plus atroces choses. La pulsion et le côté intellectuel, ça n'a rien à voir. Je suis très content donc d'être là, parce que Cher, c'est un jeune frère que je suis depuis des années. Je m'appelle Ndongo Mbaye, je suis sociologue, je suis écrivain et poète, journaliste et professeur associé à l'Université de Dakar. Et je crois que en 82, j'ai écrit une thèse en doctorat, du doctorat parce que c'était en fait sur les mentalités dans le roman sénégalais, images et présupposés du discours. Et dans cette thèse, justement, j'avais une thématique sur la thématique de la femme. Et dans cette partie de la femme, je disais une chose, c'est que il y a la représentation de la femme, c'est-à-dire l'image que la société, que l'homme
donc, voit en la femme, et il y a l'auto-représentation de la femme, c'est-à-dire comment elle-même, elle se voit. Et dans notre société, c'est extrêmement important, cette donnée sociologique. Et notamment, parmi les livres dont je parlais, il y avait le livre Khala d'Ousmane Sembène, qui est un livre phare d'Ousmane Sembène, qui est un très grand écrivain, mais aussi un très grand cinéaste. Et ce qui transparaissait, c'est l'image d'une femme, notamment chez nous, les Lébous, qui est la Badienne, qui est la sœur du père, qui a une puissance extraordinaire, une force extraordinaire, et qui elle-même étant femme, véhicule exactement cette idée de domination de la femme, cette idée où l'homme doit continuer encore. Et pourtant cette femme-là, de par le fait que justement elle est femme, elle aurait pu être justement celle par qui viendrait en fait ce refus de la femme de subir cela. Et on s'aperçoit que finalement, quand on se promène justement dans les méandres de cette société, notamment chez nous, les Débouches et les Wolofs, on voit que, eh bien, c'est les femmes elles-mêmes, beaucoup, très souvent, qui elles-mêmes perpétuent, justement, d'ailleurs, comme on le voit d'ailleurs aussi en matière d'excision et d'infibulation. Et c'est ça qui pose problème, à mon avis, c'est cette auto-représentation de la femme. Et tout à l'heure, Awa disait, et à juste titre, que ce combat doit être porté par les femmes, parce que tant qu'on aura ce... D'ailleurs, on l'a vu dans le film, hein. Dans le film, on a vu aussi justement comment ces femmes, au début, s'arrangeaient entre elles pour que justement, pour combattre l'autre. C'est à qui mieux va donner un coup de pied à l'autre, et c'est ça aussi qui pose un sacré problème. Évidemment, ça n'enlève rien du tout à la violence qui est là, ça n'enlève rien du tout à la faute primordiale de l'homme, et ça n'enlève rien du tout, justement, à une violence qui est non seulement donc physique, quelquefois, mais qui est une violence qui est là, latente, quelquefois là, absolument présente, et qui est une violence de tous les jours. Merci beaucoup. J'avais juste un mot par rapport à ça, la bonne intervention, donc félicitations. Par contre, je ne crois pas qu'il faille condamner la femme, donner une responsabilité, ni à l'homme. C'est un système social, c'est une réalité sociétale qu'il faut combattre de manière globale. Bravo à Awa, et continue le même chemin, à combattre, on sera là à côté de toi. Ce que je peux dire sur la polygamie, parce que j'ai entendu qu'on peut dire qu'on peut porter plainte, mais nous tous, en tant qu'Africains, on sait que c'est très compliqué. Son mari l'a fait venir en France, et après il a fait condamner son mari, donc nous tous, on sait comment c'est compliqué. Donc maintenant moi, puisque Awa a dit qu'on va éradiquer la polygamie, donc je donne mon point de vue, et si toutes les femmes n'acceptaient plus d'être deuxième femme, donc je crois que bientôt il n'y aura plus de polygamie. Mais ça va être très très compliqué. Mais on va essayer de combattre ça. Et encore bravo à Awa. Et je remercie tout le monde qui est dans la salle. Merci beaucoup. Au revoir. Laura, qui fait partie de la fédération 91, de venir, qui représente la fédération 91. Et aussi je voulais Madame Ma, qui est présidente aussi de la fédération IFAFE, dont on est adhéré aussi. Donc je voulais l'inviter à venir sur le trône nous parler. Voilà. Je voulais juste remercier l'association FAPO parce que je trouvais que c'était de vraiment très bonne qualité, autant le film, les scénettes, malgré que ce soit pas des professionnels, franchement ça s'est pas vu. Et les deux intervenants qui ont bien intervenu et qui ont des réponses très intéressantes après à utiliser avec le public, notamment juridique et puis d'un point de vue psychologique. Je voulais dire que j'étais pas très informée de la polygamie avant, du fait de là où j'ai grandi, etc. Et quand j'ai lu le livre de Madame Ba, ça m'a vraiment éclairée. Et évidemment, j'avais cette vision de la polygamie, bon, c'est pas quelque chose de bien, etc. Mais là, on voit vraiment l'effet sur les femmes.
Et bon, je vous invite à le lire. C'est vraiment très, très éclairant. Voilà, je n'en dis pas plus. Merci. Bonjour. Elle est membre de notre fédération nationale et internationale qui s'appelle Initiative des femmes africaines de France et d'Europe. Et cette année, nous célébrons le 20e anniversaire de notre fédération qui regroupe plusieurs associations de femmes qui travaillent dans des domaines divers. Donc, notamment sur tout ce qui est problématique de polygamie. Donc, c'est l'association de Awaba qui nous a rejoint. Ça fait 2 ans qu'elle est membre de notre fédération. Et le temps avant qu'elle arrive, elle a trouvé qu'on traitait déjà ce problème, puisque nous avons organisé une table ronde à l'Assemblée nationale en 2013 pour une fois de plus attirer l'attention des pouvoirs publics français sur ce problème qu'on tente d'étouffer et qui fait problème 24 heures sur 24 et qui fait des dégâts énormes parce que les conséquences ne sont peut-être pas palpables comme ça ni visibles, mais c'est au fur et à mesure que ça ressort, c'est des vraies bombes par moment. Je suis désolée parce que tant sur le territoire, le continent africain ou d'autres pays, ces pratiques sont possibles parce qu'il y a l'espace pour, il y a la culture qui va avec, et il y a tout ce que vous voulez. Mais sauf que sur le sol français, sur le territoire français, qui est le nôtre sur le territoire européen, où d'ailleurs c'est interdit par la loi, eh bien c'est pas compatible. C'est malheureusement pas compatible. Et les premières victimes sont les femmes et les enfants issus de tout ça. Or, la priorité aussi de la protection, pour nous, association de femmes, c'est de protéger les femmes et les enfants. Donc, le combat que mène Awaba et son association au sein de notre réseau, c'est un plus. Parce qu'au moins maintenant, on ne pourra pas être par-ci, par-là. Eh bien, c'est elle qui poursuit. Là, quand elle met le sujet à table ou quand elle avance, on est tranquille, on sait qu'elle est là et pour ça, mais la fédération est là donc pour soutenir. Je voudrais, pour le peu que j'ai suivi, à peine arrivé, et c'est dommage, je suis persuadée que j'ai loupé beaucoup de choses, mais je sais que compte tenu du rapport qui sera fait et le bilan de cette journée, ça nous permettra de voir beaucoup plus clair là-dessus. Je suis persuadée que si nous regardons les choses en face, nous allons être convaincus que c'est une pratique qui est incompatible ici. Je respecte tout ce que vous voulez, culture, coutume, tout ce que vous voulez, là où cela a été fait, et je laisse le soin à ceux qui sont là-bas. Seulement, je ne vis pas là-bas, donc je ne peux pas aller obliger ceux de là-bas de faire ci, ça. Mais ici, vraiment, non, ça ne va pas. Et je voudrais qu'on permette aux enfants qui sont nés ici, sur ce territoire, qu'ils puissent bénéficier de tout ce qu'il y a comme éducation, culture, école et tout ça pour qu'ils puissent fonctionner normalement. Et quand on ira là-bas, on traitera de ces problèmes avec les problématiques sur le terrain. Je ne pourrais pas en dire plus et je n'ai pas envie d'occuper la place pour rien, mais je suis prête à répondre aux questions, comme je vous dis, parce que ça a été une table ronde où tout de même les pouvoirs publics nous ont permis de nous asseoir à l'Assemblée nationale pour tenir une table ronde. Ça veut dire qu'ils avaient quand même compris qu'il y avait comme un problème quelque part. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que quand vous avez eu cette table ronde à l'Assemblée nationale, c'est ça, oui, est-ce que vous avez pu interpeller les représentants justement de la protection sociale française? Parce que ce sont ces gens-là qui sont en première ligne. Comme j'ai dit dans mon propos, c'est qu'on a tendance à se voiler la face sur ce problème qui est réel sur notre territoire. Et nous avons invité les travailleurs sociaux et donc tous les travailleurs, et les institutions concernées. Eh bien, dans la salle, on n'en a pas eu beaucoup, hein, pour vous dire. Mais le rapport et le compte rendu est entre leurs mains et on n'a pas eu de retour. Maintenant, comme vous dites si bien, ils sont conscients. Vous ne pouvez pas me dire que Madame X, à elle seule, peut faire 2 enfants dans l'année ou 3 enfants dans l'année. Arrêtez, il ne faut pas, hein, il y a comme un problème. Pas une exception, hein. Voilà. Donc, et par contre, moi, ce qui me gêne dans tout ça,
c'est les conséquences et les problèmes que cela cause sur le terrain. C'est ça. Merci beaucoup, Madame Mars. Merci. On va essayer je laisse la parole à Moussi Alioufal. En fait, ma conclusion sera musicale aussi, comme il y a la musique, parce que aussi je suis juriste et professeur, mais je suis chanteur aussi. Et tout est parti à cause de l'amour que j'ai pour ma mère, et donc pour toutes les femmes. Et ce que je dis, c'est sincère. Et ce qui fait que, comme je vous dis, quand on abuse d'une femme, quelle que soit la forme, il faut sanctionner. C'est le seul endroit du droit où je ne peux pas accepter qu'il y ait des circonstances atténuantes. Et je vais l'exprimer à travers donc ce petit slam musical. Gis naa ni dañu war a teral giñ naa ko dañu war a njukkal war naa ni ku leen merloo doo tekkee suñu yaay giñ naa ni dañu war a teral war naa ko dañu war a njukkal giñ naa ni ku leen merloo doo tekkee. Tout homme désirant s'élever au sommet de l'humanité se doit d'honorer sa mère par l'éternité. C'est par la grâce de ta maman et de sa maternité que l'essence de ton âme jaillit. Je n'applaudis pas la peine de mort, mais je n'aurai quasiment pas de remords à voir guillotiner tout fils pervers qui aura insulté ou frappé sa mère. Maman sait tout te donner sans compter. Que tu sois riche ou fauché, que tu sois libre ou traqué, sur elle tu peux toujours compter. La joie coule de son regard quant à la santé, des larmes coulent de ses yeux quand tu es alité. Elle reste douceur tant que personne ne t'agresse, mais devient tigresse dès qu'on menace ton bonheur. À ses yeux, tu seras toujours enfant. Elle saura lire entre tes yeux et dans tes pensées. Elle saura dire quand tu es heureux et quand tu es blasé, que tu sois bébé, que tu deviennes parent. J'aurais dit à Léopold Sédar Senghor de rectifier le tir pour corriger un de ses célèbres dires qui dit que l'émotion est d'aigle, la raison est hélène. Car en vérité, l'émotion est femme, qu'elle soit blanche ou nègre, elle est idem. Homme de tout pays, de tout âge, écoute-moi, que tu sois millionnaire, président ou lambda comme moi, tu as une tête incommensurable envers ta mère, qui fut infatigable malgré tes pipis et tes pleurs. Si j'étais Dieu, je mettrais des femmes aux portes du paradis. Je leur donnerais des pouvoirs de juge Kadi, afin que tout homme justifie du respect dû à sa mère avant de goûter aux délices du paradis. Si j'étais magistrat, j'appliquerais le maximum de la peine à chaque fois qu'une femme est battue par son mari. Cette femme qui l'a mise au monde mérite le respect, mais aucunement la barbarie. À tous ceux qui ont eu la souffrance de perdre une mère, je me joins à vous pour partager cette douleur amère. Et je vous prie de ne jamais oublier de prier pour cette mère, sans qui votre existence sur terre ne serait que chimère. Je vous remercie. Voilà, donc on va laisser la place à Daisy, la chanteuse. Je veux d'abord dire merci aussi à Awa pour ce sujet abordé de la polygamie en Afrique et surtout en France, et donc que souffrent les femmes. Et Yembantamale, 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 yembantamale. Oyima poko mamsia, otombe tiambia doma, nokato sentifa. Oyima poko mamsia ye, otombe tiambia doma, nokato sentifa. Yembantamale, 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 yembantamale. Oyimanga getambenji, otambe besikaya, nokatunda sinufa. Oyimanga getambenji ye, otambe besikaya, nokatunda sinufa. Merci.
on arrive à la fin de cet après-midi. J'espère que ça vous a plu. Je termine avec un petit poème de Assis à Printemps pour dire merci à toutes les femmes. Donc à toutes les femmes, mères aimantes, qui ont été prises sans être comprises, éprises de ces hommes incompréhensibles, mais qu'elles ont aimés et qu'elles aiment encore profondément. Je ne baisserai plus les yeux par peur d'être bousculée. Je suis un être à part entière. Je contribue à la mouvance de cette société qui est la mienne. Chaque jour, par mon labeur, j'œuvre pour son évolution. Je porte en moi l'embryon qui fait grandir le monde. Je suis femme et fière de l'être. Je sais ce que je veux. J'ai juste besoin qu'on me traite en tant qu'égal de l'homme et non en être neutre. Sans temps, ni saveur, ni idée, ni idéologie. Je ne fais pas partie du troupeau de panurge. Excusez-moi, je vois mal avec le mien. J'existe grâce à mes convictions et ma contribution à ce monde que j'espère chaque jour meilleur. Je vous remercie tous. Merci. On va aller manger quelque chose, un petit buffet qu'on nous a préparé dans le hall. Merci beaucoup à tous. Merci d'être venus. Ouais, merci en tout cas. C'était super, merci, c'est gentil. Cher, je suis très content d'être là aujourd'hui parce que le combat que pose le film L'Intruse et aussi le combat dont sont chargées les femmes dans cette association est un combat extraordinaire. C'est dans le cadre d'une conviction, c'est dans le cadre d'une abnégation, c'est dans le cadre d'un combat, mais un combat où on montre la pugnacité de la femme parce que c'est un combat sur la violence. Or, dans la vie, rien ne peut justifier la violence a priori en elle-même comme ça, a fortiori la violence envers la femme et envers quelqu'un qui est plus faible et donc dans une relation de faiblesse. Et je crois que toutes ces exactions contre les femmes, toutes ces injustices contre les femmes, toute cette inéquité contre la femme et qui fait d'elle une espèce d'objet, un meuble, une espèce de non-être, eh bien c'est des choses à bannir. Et ce qui est formidable, c'est que justement la femme elle-même, eh bien, ait pris le combat, son propre combat. C'est pas nous les hommes, il faut le dire, hein, je le dis d'autant plus que je suis à l'aise, c'est pas nous les hommes qui allons prendre ce combat à bras le corps. C'est elles, c'est leur combat, je crois, de tous les jours. Mais c'est un combat à mener non seulement ici, dans cette sphère occidentale, mais aussi dans la sphère sociétale, sociologique africaine. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que nous sommes en but à des éléments, des éléments qui sont des éléments traditionnalistes, qui sont des éléments conservateurs et qui veulent toujours continuer à perpétuer ces notions de polygamie, ces notions de violence envers la femme, comme si la femme n'était pas une personne comme les autres. Et ce qui me choque royalement, c'est quand, par des arguties, par des arguments, quels qu'ils soient, quelque nature, une nature ethnologique, de nature anthropologique, de nature musulmane ou religieuse, quelle qu'elle soit, il ne faut pas oublier que aussi la polygamie, elle est aussi dans le milieu animiste, qu'elle est dans le milieu catholique chrétien et dans le milieu musulman aussi, bien sûr, mais que, eh bien, il n'y a aucune argutie, il n'y a aucun argument qui puisse justifier cette violence. Parce que la violence, elle déstructure la société, elle déstructure les individus adultes, mais aussi les enfants, les adolescents.
il faut penser à ces enfants, ces adolescents qui sont dans une relation de faiblesse et qui n'arrêtent pas justement de souffrir de cette relation-là entre leurs parents, chez leurs parents, dans le milieu familial. L'expression, la parole leur est complètement refusée, catégoriquement. Ce qui fait qu'ils ont des paroles qui sont tronquées, des paroles qui disparaissent. Et du coup, ils s'emmurent dans un silence, et il y a pire que ce silence-là. Et quand on voit ces enfants qui prennent de la maturation avec ce silence, la maturation avec cette espèce de frustration qui va les suivre, disons-le, toute la vie, c'est déjà pour eux un handicap dans leur vie. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. Et que des associations de femmes à un niveau national, à un niveau international, prennent en charge ce combat. D'ailleurs, chaque fois je le dis, moi je suis écrivain, je suis poète, j'écris beaucoup sur la femme, c'est vrai. Mais sur mon côté communication, mon côté conférence, je ne commence jamais une conférence sans d'abord rendre hommage aux femmes, rendre hommage à leur combat. Et chaque fois, c'est en partant de ma mère, bien sûr, Adjefa Balambaye, mais aussi de mes sœurs que j'adore, de mes filles aussi. Et c'est ce respect de la femme, de l'individu femme, de la personne femme, de l'être femme, qui doit incomber à tout être, que ce soit une personne de mâle ou une personne femelle, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit un jeune ou un vieux, c'est une notion de respect, un respect de l'humanité, un respect de l'humain. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Damarisma Marchand, présidente fondatrice de la Fédération Initiative des femmes africaines de France et d'Europe. Ma présence ici à Chilly-Mazarin, c'est pour représenter notre fédération nationale internationale dont est membre l'association EFAPO depuis 2 ans. L'association EFAPO qui lutte contre la polygamie. Et donc, Madame Awaba, sa présidence, est membre de notre réseau de fédération nationale et internationale. Et notre rôle en tant que fédération, de venir soutenir sur le terrain nos associations lorsqu'elles organisent des événements tels qu'aujourd'hui, et notamment par la brochure qu'on lui a demandé de diffuser sur les violences faites aux femmes, parce qu'il y a plusieurs formes de violence. La polygamie, c'en est une. C'est une grande violence faite aux femmes, et encore pire, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la salle, sur le territoire français et le territoire européen, dans la mesure où c'est un statut qui est interdit par la loi sur le territoire européen. Voilà pourquoi je suis aujourd'hui à Chilly-Mazarin. C'était un grand plaisir de venir répondre à l'invitation de l'association dirigée par Madame Aoba, et qui a pour objet de promouvoir la femme, sa dignité, son respect, surtout dans le cadre de l'union matrimoniale. En tant qu'expert des questions migratoires, en Europe et particulièrement en France, je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous qui nous a permis de réfléchir avec des psychologues, avec des sociologues, avec aussi le public, sur les voies et moyens pour donner plus de moyens à la femme pour son respect, surtout les violences conjugales. Donc j'ai fait une intervention pour donner des conseils pratiques en cas de violence, que ce soit psychologique, que ce soit des violences physiques. Qu'est-ce que doit faire la femme? Quels sont les conseils qu'il faut lui apporter et quels sont les outils juridiques et administratifs qui existent pour que la femme puisse se défendre utilement sans pourtant entrer dans une situation de guéguerre qui est interminable. C'était ça l'objet de mon intervention, et aussi il y a pas mal de gens qui ont posé des questions qui nous ont permis d'aborder de manière globale les réalités sociétales depuis nos pays d'origine et voir ici en France comment on peut les appréhender à travers le système juridique qui est différent du nôtre. Je donne un exemple, la polygamie qui est tolérée et autorisée dans pas mal de pays comme le Sénégal, et ici en France il y a le délit de bigamie. Donc les immigrés sont dans une situation très complexe. Parfois on a 2 épouses, on fait venir l'une, l'autre exige qu'on la fasse venir, et une fois sur place on est en faux par rapport à la loi française. Les enfants aussi ont des droits. Il y a la Convention internationale des droits sur le droit des enfants. Il y a la loi française, le Code civil. Il fallait disséquer tous les éléments dans ce système qui permet à la femme et à nous, les immigrés, de vivre nos coutumes dans le respect des lois de nos pays d'accueil, en l'occurrence ici la France. Au Sénégal, il y a un vrai problème au niveau de la succession. Les enfants dits naturels n'ont pas les mêmes droits que les enfants qui sont nés d'une union déclarée, d'une union régulière, coutumière constatée, ou bien d'une union civile. Donc ce problème peut poser un problème de droit international privé plus complexe. Mais quand on est en France et que la succession se pose en France, il n'y a pas de distinction entre ces enfants, dits naturels ou pas.
Par contre, s'il y a un problème, un élément d'extranéité qui fait que le système français est en conflit avec le système sénégalais, le problème devient plus complexe. Tout le problème sénégalais va se rapatrier ici en France. Je donne l'exemple du Sénégal, ça peut être le Mali ou un autre pays. Donc la polygamie peut causer effectivement des problèmes à ce niveau-là. Il y aura un problème de droit international privé. Heureusement qu'il y a des systèmes de résolution des conflits de loi dans lesquels nous, on est spécialistes. On peut conseiller nos frères et sœurs et nos amis immigrés sur les voies et moyens pour éviter en amont que ces problèmes de succession arrivent. Et si ça arrivait, voir quelles sont les solutions judiciaires pour résoudre le contentieux. Écoutez, c'était vraiment un débat très enrichissant et puis très porteur. Et ce que je souhaite, c'est que ce soit une continuité pour que les femmes soient de plus en plus informées. Et donc, j'appelle nos gouvernants et puis la société civile à pouvoir continuer les actions comme celle-là. Parce qu'il est important que les femmes prennent quand même conscience qu'elles ont quand même une force, qu'elles sont soutenues quelque part et que les enfants aussi doivent être protégés. Très génial, très accueillante. Et oui, c'était intéressant d'entendre les personnes très intelligentes et oui, sur ce sujet, apprendre des choses nouvelles. Et oui, c'était un milieu très intéressant. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut tout à fait soutenir ce type d'initiative. Ce qui est important, c'est de pouvoir peu à peu mettre en synergie différents secteurs. Et c'est ça qui était intéressant dans la manifestation d'aujourd'hui. Il y avait en quelque sorte le secteur artistique qui était représenté par le film et par le théâtre. Il y avait le secteur juridique qui était représenté effectivement par un juriste qui est venu nous parler des choses à faire encore et qui reste à faire dans ce domaine-là. Et puis il y avait moi, modestement comme j'ai pu, sur le plan psychologique, mais puis aussi plus largement de la protection de l'enfance. Je crois qu'effectivement, il faudrait petit à petit arriver à mettre en synergie des actions qui seraient à faire, bien entendu au niveau du droit, mais également à dispenser des actions, comme j'ai un peu dit et essayé de l'expliquer, par le système de protection sociale, mais qui a d'ailleurs à certains moments jouxte le droit, puisque ça passe aussi par les juges des enfants et les juges des affaires familiales, dont on a parlé d'ailleurs tant le juriste que moi à un moment donné. Voilà, donc je crois que c'est à soutenir. Et puis on a eu effectivement cette présidente d'une association fédérative qui a tout à fait eu raison de nous rappeler qu'il y avait eu des actions vis-à-vis du Parlement français, en tout cas vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Et je crois que c'est aussi à ces niveaux-là qu'il faut relayer ces choses-là. Donc je crois que c'est un peu à tous ces niveaux-là qu'il faut pouvoir faire ce type d'action et les relayer. Je n'en dirai pas plus parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit déjà beaucoup de choses très intéressantes. Voilà, merci. Cette manifestation très agréable et nous remercions particulièrement toutes les personnes qui étaient présentes. Et ça nous permet de continuer le combat qu'Awa souhaite mener pour toutes les femmes qui sont concernées par cette problématique qui est la polygamie et la violence faite aux femmes. Et donc je dirais il faut la continuité, la persévérance et le courage également de toutes les femmes qui se sentent concernées. Il faut qu'elles viennent retrouver l'association IFAPO et d'autres associations bien évidemment qui luttent contre la violence faite aux femmes. Il faut se battre tous les jours, c'est pour le bien des enfants ainsi que les femmes qui sont bien évidemment violentées, martyrisées psychologiquement et physiquement et voilà, donc je pense à toutes les femmes, notamment la polygamie ne fait pas partie de ma culture, mais je soutiens la cause des femmes qui subissent cette violence psychique. Donc personnellement, je n'ai pas vécu cela, mais je m'en doute bien que c'est pas facile pour les femmes qui le subissent. Et nous sommes de tout cœur avec elles et toutes celles qui veulent effectivement s'en sortir et qui veulent combattre cette façon de vivre qui est d'une autre ère, de notre ère, c'est qui n'est plus du tout d'époque. Et donc les femmes, il faut qu'elles se battent et qu'elles continuent à aller à l'école, qu'elles continuent à avoir de la volonté de vouloir s'en sortir et de rompre avec cette pratique malheureusement qui leur font du tort. Donc notamment toutes les femmes qui ne souhaitent pas forcément avoir beaucoup d'enfants parce qu'en ayant trop d'enfants, bien évidemment, ça pénalise les femmes
Quand on a 5-6 gosses, on ne peut pas forcément aller à l'école, on ne peut pas s'occuper de tous ces enfants-là, parce qu'on n'a pas les moyens financiers. Faire des enfants, ce n'est pas que faire des enfants, il faut penser aussi à leur avenir, à leur donner un confort pour plus tard. Et cela, ça se passe par l'éducation, le travail et l'harmonie dans le couple, l'harmonie avec les enfants, l'harmonie dans le foyer. Donc c'est ce combat-là que nous menons. Nous ne jugeons pas. Il faut bien faire attention, ce n'est pas un jugement que nous portons à ces femmes ou à ces hommes qui pratiquent cela. C'est juste, nous souffrons avec eux, nous voulons qu'elles soient mieux dans leur tête, mieux dans leur corps et avoir une situation beaucoup plus tard, beaucoup plus intéressante que ce qu'elles vivent actuellement. Donc je dis bravo aux femmes de continuer le combat, de mener jusqu'au bout. Et pour nous, pour leurs petites filles, pour leurs enfants et pour la patrie. Voilà, merci à vous. Je m'appelle Awaba, je suis présidente de l'association FAPO. Donc cet après-midi qu'on a organisé pour lutter contre la violence faite aux femmes a été bien réussi grâce au soutien des femmes et des hommes qui étaient là. Donc je trouve que c'est une action à continuer, mais continuer ensemble avec toutes les femmes, pas uniquement avec peu de femmes. Il faut que nous tous les femmes, on se mobilise pour lutter contre la polygamie qui n'est autre qu'une violence psychique faite aux femmes et aux enfants. Sans compter, il faut savoir que la polygamie est destructive. Et la polygamie, c'est quelque chose qui fait que dans les pays qui le pratiquent, la plupart, c'est des pays sous-développés. Parce que qui dit polygamie, dit pluralité d'enfants. Et malheureusement, faire des enfants et ne pas s'en occuper, c'est malheureux. Donc, il faut penser aux enfants, à l'avenir des enfants. Donc, je dis aux femmes vraiment de continuer ce combat. Et tout seul, vraiment, je ne pourrais pas. Heureusement, vous êtes là et je compte sur vous, votre soutien pour pouvoir continuer ce combat. Je vous remercie tous. Merci beaucoup. Merci aussi, cher Fall, qui était là pour nous, notre journaliste, qui nous a permis de pouvoir diffuser notre événement sur Kéman TV. Surtout Kéman TV, voilà, c'est une chaîne très très enrichissante. Je vous conseille à aller, vous tapez juste Kéman TV, vous allez tomber dessus. Vraiment, vous n'allez pas le regretter. C'est une chaîne d'information dédiée à toutes les femmes, tous les hommes, à la politique, à tout ce que vous voulez. Vous pouvez le trouver sur Kéman TV. Le combat continue. Vive les femmes!